Oui, donc je m'appelle Bernard Ferriès, je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Toulouse, où j'enseigne les outils numériques et le travail collaboratif. J'interviens aussi au master spécialisé qui a été organisé par le NPC et le STP à Paris depuis 2014, où j'assure des cours sur l'interopérabilité, les échanges IFC notamment. Et puis par ailleurs, j'ai une activité depuis longtemps d'assistant, enfin de conseil, donc spécialisé dans des missions d'AMOBIM auprès des maîtres d'ouvrage. Alors, comme on n'a pas que des professionnels qui nous écoutent, on voudrait vous demander la question, quel est le format IFC? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ses origines et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, vous parlez souvent vous parlez de format IFC. Effectivement, c'est un format de fichier, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Les IFC, c'est d'abord, je dirais, un langage commun D'accord. qui nous aide à organiser l'information sur un bâtiment existant ou un projet. Donc, Et pour organiser ces informations, on dispose de classes d'objets, d'où le nom IFC, le C voulant dire classe. Et donc, vous avez des classes tout à fait évidentes, par exemple la classe IFC Window qui va décrire les fenêtres, la classe des espaces, la classe des murs. Mais vous avez aussi des classes qui vont permettre de décrire des relations entre objets. Par exemple, le fait qu'un mur est percé par une ouverture et que cette ouverture est remplie par une fenêtre. Ça va également permettre de décrire la relation entre un mur et les matériaux qui composent ce mur. Donc vous avez évidemment d'autres classes qui traitent de la géométrie aussi, puisque les IFC permettent de décrire tous les objets d'une maquette numérique. Et aujourd'hui, dans la version 4, on a presque plus de 800 classes d'objets. Mais heureusement, vous n'avez pas besoin de les connaître toutes. Et donc voilà, donc les IFC, c'est ce langage qui présente l'intérêt d'être international, d'être une norme ISO et d'être stable. Et par ailleurs, lorsqu'on échange une maquette IFC entre deux logiciels, ça se fait par l'intermédiaire d'un format qui lui-même est un standard ISO. Et donc, qui sont les utilisateurs de ces formats-là? C'est plutôt dans le monde du bâtiment ou est-ce que d'autres personnes extérieures peuvent utiliser ces formats? Alors, ce format IFC, enfin, les IFC donc, ont été définis pour les besoins de la construction. D'accord. Donc, ils sont utilisables par tous les acteurs, tous les intervenants, donc les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les bureaux de contrôle, enfin tous ceux qui travaillent dans la construction et qui ont besoin de produire ou d'exploiter des maquettes numériques peuvent donc se servir des IFC. Et l'intérêt, c'est que ces fichiers donc, sont générés par tout type de logiciel. Et quand vous avez une application, par exemple, qui contrôle la qualité d'un projet, eh bien, si elle lit des IFC, l'application est indépendante du logiciel avec lequel vous avez produit la maquette. Donc ces formats, ces fichiers IFC, ils contiennent du coup principalement de l'information à propos des éléments contenus par la maquette numérique. Donc, enfin, du coup, comme vous dites, géométrique, mais aussi, j'imagine, euh, toutes les spécificités aussi techniques, je vais y arriver, qui en découlent. Mais est-ce que quand on passe sur un format IFC, un fichier IFC, il y a quand même de la perte de données? Parce que c'est vrai que chaque logiciel a aussi sa manière de fonctionner et ses réflexes propres, si on peut appeler ça comme ça. Et est-ce que justement à ce niveau-là, il y a pas tout de même de la perte de données quand on passe sur un IFC? Oui, alors c'est un reproche qu'on entend parfois. Effectivement, quand vous utilisez un logiciel, quel qu'il soit, il va gérer ces informations dans un format qui lui est propre, qu'on appelle le format natif. Et quand vous exportez la maquette numérique dans le format IFC, elle peut contenir un peu moins d'informations que celles que l'on a dans le format natif. Mais les IFC ont été définis par les éditeurs eux-mêmes pour que le maximum d'informations passe de l'un à l'autre.
D'accord. Et donc, on se posait la question, quel est votre regard sur l'évolution du BIM dans le temps? Alors, l'évolution du BIM, alors moi je vais répondre avec plusieurs casquettes. Je dirais en tant que AMO, que prestataire, enfin que conseiller auprès des maîtres d'ouvrage, je vois beaucoup d'opérations, de maîtres d'ouvrage qui se lancent en fait. Donc moi je suis basé à Toulouse. Depuis 2016, Toulouse Métropole fait pratiquement toutes ses opérations en BIM. Le département s'y est mis depuis 2019. Donc aujourd'hui, vous avez 4 ou 5 collèges qui sont conçus sur une démarche BIM. La région également. Je vois aussi plusieurs bailleurs sociaux qui démarrent la première opération en BIM. Donc je vois petit à petit tous les maîtres d'ouvrage locaux en fait se lancer et démarrer des opérations en BIM. Et si je reviens un petit peu en arrière, la première opération BIM que j'ai accompagnée et dont j'ai eu connaissance, en fait, c'est Airbus. Et elle date de 2006. Airbus, en fait, avait utilisé Allplan pour gérer son patrimoine. Et il avait calculé qu'il passait 2-3 jours chaque fois à traiter les DWG pour traiter un nouveau projet et l'intégrer dans sa base alpha. Et donc, ils ont voulu tester les IFC, ils les ont testés et ça a plutôt bien marché. Mais leur conclusion, en fait, en 2006, c'était qu'il fallait qu'ils ne soient pas seuls localement, ils souhaitaient que la ville, le département, etc., fassent la promotion des IFC. Il a juste fallu attendre 10 ans après ça. Et sachez que cette maquette, on a parlé du format IFC tout à l'heure, la maquette de l'époque, de 2006, je peux tout à fait la rouvrir aujourd'hui avec une visionneuse IFC. Ah oui. Il y a une grande stabilité du format, bon, ce qui n'est pas vrai des formats que vous citiez tout à l'heure, qui sont les formats natifs, qui changent pratiquement tous les ans. Donc moi, j'ai pu relire 14 ans après une maquette, donc une maquette IFC. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu les mêmes facilités avec un format natif. Oui, parce que ce format IFC, si moi j'ai bien compris, entre guillemets, son histoire, initialement, c'est un format qui était destiné à l'industrie, en fait, Tout à fait, oui, pour oui, vous avez raison. s'améliorer la qualité d'un produit technique. Et quel parallèle s'est fait et à quel moment pour qu'on se dise, ça qui fonctionne pour l'industrie, on va s'en saisir et l'appliquer à de l'architecture. Mais en fait, comment dire, effectivement, ce format IFC et d'autres normes ont été élaborées dans un projet qui s'appelle le projet STEP, qui a démarré en 84 et qui a mis 10 ans avant de produire sa première norme en 94. Et les IFC, en fait, ça a démarré avec une association qui s'est créée un an plus tard, en 1995. Et en fait, donc, cette association s'est mise au travail donc, pour définir ces fameuses classes d'objets. Et quand il s'agit de transférer les données par un fichier, ils ont dit pourquoi ne pas réutiliser les travaux qui nous viennent de l'industrie, qui avaient quand même pris 10 ans à aboutir, enfin, pas seulement pour le format de fichier. Donc je trouve que c'est très malin à l'époque de ne pas avoir inventé notre propre format pour le bâtiment, parce que finalement, celui qu'on utilise là convient tout à fait. Et est-ce que du fait que ce soit un format industriel initialement, ça permet aussi plus de facilité et de communication avec aussi les entreprises du coup industrielles du bâtiment? Là, qui me viennent en tête, je pense, pour ce qui est production d'IPN et d'autres éléments qui sont conçus comme ça plus ou moins en série, mais est-ce que du coup, ce dialogue entre fabricants, entreprises, euh, mais voilà, je perds mes mots, pardon. Euh, que ce soit les entreprises artisans qui viennent sur chantier ou les architectes, ça, entre guillemets, rajoute un terrain d'entente qui leur permet de mieux communiquer, ou alors ça, par contre, c'est plus une vision idéologique que un réel fait. Alors, par rapport au fait que ça vienne de l'industrie et de passerelles éventuelles entre le monde de l'industrie et le monde de la construction, je suis à Toulouse. Donc, à Toulouse, on construit des avions. Et les avions, ils sont dans des très grands bâtiments, dans des grands hangars. Et parfois, on a même des problèmes pour les portes, enfin, du fait de l'encombrement des avions, donc
pour dimensionner certains bâtiments. Et donc, j'ai eu connaissance d'utilisation finalement de ce format IFC, à la fois pour décrire l'avion lui-même, avec les outils des industriels, et le bâtiment donc, qui doit les accueillir, donc, qui est produit donc, par les bureaux d'études de construction. Donc, il y a eu quelques simulations qui ont pu être faites comme ça, ou quelques modélisations, donc à la fois des avions dans leur environnement, à l'intérieur des bâtiments dans lesquels on les fabrique. D'accord. Alors après, je n'ai pas tout à fait répondu parce que vous avez commencé à parler des industriels, des artisans, etc. Savoir si le fait que ce soit un même format un peu commun à tous permettent une meilleure compréhension et un meilleur dialogue entre ces différents acteurs dans le bâtiment, ou alors si c'est juste un état de fait, on utilise tous ce même format, mais on s'arrête là, quoi. Et si vous voulez, on utilise le même format, mais le format, dans les premières lignes du fichier, en fait, il est marqué la référence à ce qu'on appelle au modèle qui est utilisé. Et donc, quand on fait du bâtiment, on utilise le modèle IFC, qui décrit les murs, les portes, les fenêtres, etc. Et donc, ensuite, on peut décrire comme ça une maquette numérique et la transmettre à travers un fichier. Si vous êtes en train de fabriquer un avion, un circuit électronique, enfin, toute autre chose qu'un bâtiment, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il faut faire le même travail de définition des objets, des classes d'objets. Peut-être qu'on va voir la classe des ailes d'avion. Vous voyez, ce travail-là a été fait également par l'industrie. Mais il n'est pas utile à la construction. Nous avons nos propres classes d'objets, les portes, les fenêtres, etc. L'industrie aéronautique a ses propres classes qui décrivent les composants d'un avion. Et le fichier est suffisamment polyvalent pour qu'on puisse transférer dans un fichier aussi bien un avion ou un morceau d'avion qu'un bâtiment. Tout à l'heure, vous nous parliez que depuis 2006, vous aviez toujours le même fichier UFC, vous arriviez à l'ouvrir. Est-ce que vous pensez qu'on va toujours rester sur cette pérennité du format IFC est-ce que dans 10 ans, ce sera toujours possible de faire ça? Alors, je souhaite qu'on ait une solution pour l'archivage sur le long terme, parce que quand vous construisez un bâtiment, il a une durée de vie qui se chiffre en dizaines d'années. Et donc, il est important de pouvoir revenir sur la maquette du bâtiment tel qu'il a été conçu à l'époque. Et pour l'instant, je ne vois aucun autre format qui soit plus pérenne que les IFC. Et donc, peut-être ma question va être un peu bête. Bon, on dit qu'il n'y a pas de question bête, mais qui est-ce qui a créé le format IFC? Comment il est sorti? C'est pas Revit, c'est pas AutoCAD, il appartient un peu à tout le monde. Oui, alors, encore une fois, je vais redistinguer à nouveau le format de fichier dont on vient de parler de la définition des classes d'objets, qu'on va appeler le modèle, si vous voulez bien. Donc, c'est le modèle de description d'un bâtiment. Comment ça a été défini? Bien, ça a commencé en 95-96. Il y avait eu tellement de problèmes aux États-Unis entre AutoCAD, MicroStation, etc., que les éditeurs et Autodesk en tête donc, ont fait un groupe de travail, ont montré que ça pourrait marcher. Donc, il y avait une autre façon d'échanger entre eux. Et ils ont dit que ça devait être. Ils ont souhaité ouvrir ce travail et qu'il soit fait de façon internationale. Donc, à partir de ce moment, l'association s'est créée. Elle s'appelle maintenant BudXmart. Et petit à petit, tous les éditeurs les ont rejoints, ainsi que des professionnels de la construction. Et donc, il y a eu un travail assez long. Ça a duré, je dirais, pour définir les IFC, il a fallu presque 15 à 20 ans pour avoir la version qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, ils ont analysé les processus d'échange entre les différents acteurs. Et pour répondre à ces flux d'informations, ils ont défini des classes d'objets. Et donc, ces classes d'objets, il y a des versions. Aujourd'hui, il y a 2 versions en service. Il y a la version 2X3, qui est la plus utilisée encore aujourd'hui. Et vous avez la version 4, qui date déjà de 2013. Et le travail en cours aujourd'hui, c'est de préparer la version 5, qui va couvrir tout ce que ne traitait pas la version 4, c'est-à-dire les infrastructures. Aujourd'hui, vous avez des travaux très intensifs qui consistent à définir les classes d'objets pour décrire les ouvrages d'art, les routes, les voies ferrées, les ports, etc. D'accord, parce que ça, toute cette
toutes ces infrastructures-là, finalement, elles ne pouvaient pas passer sur du format IFC? Non, parce que les IFC, jusqu'à la version que vous avez dû utiliser, jusqu'à la version 4, ça ne traite essentiellement que du bâtiment. D'accord. Et même pas de ce qu'il y a autour du bâtiment. Vous avez un concept de site, mais c'est juste le maillage, si vous voulez, sur lequel vous posez votre bâtiment. Donc, on ne traite pas l'environnement du bâtiment et on ne traite pas les infrastructures. D'accord. Et donc ça, en fait, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette version 4, je pense qu'on est au bout de la partie bâtiment. Je pense qu'on n'aura pas d'autres classes qui seront définies. Parce que on peut faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Par contre, le travail en cours avec la Chine, la France, la Corée, enfin beaucoup de pays, c'est un travail sur les infras. Et la France est très active d'ailleurs dans ce domaine. D'accord. Donc oui, c'est ça. En fait, chaque mise à jour, si on peut appeler ça comme ça, va venir inclure et permettre de traiter et de synthétiser euh, un type d'objet, en fait, que ce soit peu importe le domaine. Oui, tout à fait. Le modèle s'est construit comme ça par des extensions successives. On a commencé par un noyau et puis on a traité de plus en plus de domaines. Et bon, on est arrivé au bout de tout ce dont on avait besoin pour le bâtiment. Et donc là, on continue à étendre le modèle pour les besoins des infras. Donc, vous, après, dans votre pratique, vous enseignez, c'est ça, sur l'utilisation de, de tous ces outils mis à disposition pour les entreprises. Alors, vous parlez de l'enseignement à l'école d'architecture? Oui, Alors, à l'école d'architecture, on enseigne. Alors, j'enseigne pas le BIM, je dirais. Enfin, j'interviens d'abord en licence et en master. d'accord. Donc, ce qu'on a choisi, c'est de faire en sorte que tous les étudiants de licence aient une introduction à tout ce qui est modélisation géométrique. Bon, ça c'est classique, donc donc décrire des formes avec des différents outils, des modeleurs, des outils paramétriques. Et donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le travail collaboratif. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait maintenant, ce semestre en S4, en deuxième année. On a 3 TD. Le premier TD, c'est utiliser Archicad, générer une maquette, générer des nomenclatures d'objets, nomenclature de pièces, nomenclature de fenêtres, exporter la maquette au format IFC et ouvrir la maquette avec une visionneuse. Donc ça, c'est un premier TD de 4 heures où l'étudiant donc utilise Archicad comme on doit l'utiliser, c'est-à-dire en créant des objets et non pas en dessinant des plans comme on pourrait le faire. Et ensuite, il exporte, il génère sa maquette au format IFC et il reconnaît dans la visionneuse, finalement, les différentes informations qu'il a produites. Donc ça, c'est un premier TD. On a un deuxième TD pour qu'il découvre une plateforme collaborative sur laquelle ils vont déposer une maquette et annoter la maquette. Et le deuxième TD... Et oui, pardon, j'ai oublié. Et donc, on les met aussi en situation de partager un projet avec Archicad. Et donc, on a mis en place pour ça un BIM serveur, un BIM cloud. Et ça leur rend beaucoup de services aujourd'hui dans la situation que l'on vit, puisque les étudiants qui sont en binôme, ben, ils ne sont pas forcément en coloc. Et donc, ils ont besoin de partager des projets. Et donc, voilà, on les connecte au BIM Cloud de l'école. Donc, ça, c'est une introduction. Ce n'est pas du BIM, c'est du travail collaboratif. Mais à l'occasion de cet enseignement, on leur introduit les IFC. Voilà, il y a déjà un premier rapport. Et puis, le troisième cours, on appelle ça territoire numérique. Et c'est l'apprentissage d'un outil qui s'appelle QGIS, qui permet de faire des cartes. Et donc, il manipule les données de l'IGN pour produire la cartographie de leur projet urbain. Donc ça, c'est pour la licence. Et puis quand on est en master, on approfondit dans le cadre d'options. Donc on a un travail collaboratif 2, où on va beaucoup plus loin dans les IFC et dans d'autres sujets liés au BIM. Là, on est beaucoup plus BIM qu'on ne l'était en S4. On va plus loin sur les territoires numériques aussi. Et également modélisation paramétrique. Voilà, donc le principe en fait à Toulouse, c'est tout le monde à un premier niveau sous la forme de TD, et puis ceux qui souhaitent approfondissent un master. D'accord.
Et quel est votre regard, vous, d'enseignant, sur ces pratiques? Comment vous percevez, ressentez cet enseignement sur les étudiants? Alors, comment je le ressens, en fait, c'est-à-dire, comment dire? Bah, est-ce que vous ressentez un apport? Parce que c'est quand même un phénomène, on en parlait précédemment avec Richard David, que c'est un phénomène quand même assez récent, les outils informatiques, le BIM, la collaboration informatique. Comment vous percevez ça sur les étudiants? Est-ce que vous ressentez enfin, quelles en sont les limites? Est-ce que vous ressentez des choses positives, négatives envers cet enseignement? Voilà. Alors là, voilà, vous posez des questions un petit peu sur le fond, enfin, sur le fond. Comment dire? Vous savez, dans une école, vous avez les enseignements de l'atelier de projet et vous avez les enseignements donc, qui sont au service du projet. Ce qu'on enseigne, nous, ça se fait à côté du projet. Et il est assez difficile finalement de. Comment dire? Il y a peu d'expériences où on décloisonne finalement l'atelier de projet avec les autres disciplines. On a réussi à le faire quelques fois à Toulouse, mais c'est quelque chose de difficile et il faut qu'il y ait un intérêt, je dirais, côté atelier de projet. Alors, il y a une période peut-être, mais elle est révolue, où certains étudiants avaient des avis assez tranchés par rapport au BIM et parfois presque un rejet de principe. Aujourd'hui, je crois que c'est réglé. On n'a plus, les étudiants se rendent compte que le BIM, qu'il est important pour eux d'avoir une compétence en BIM pour trouver des stages, pour trouver des emplois. Et donc, on n'a pas de problème pour qu'ils choisissent des options où on leur propose ce genre d'enseignement. Là où je suis peut-être un peu déçu, pour l'instant, on n'a pas été assez loin, à mon avis, dans la collaboration avec les ateliers de projet. Mais après tout, c'est aussi aux étudiants, c'est souvent les étudiants qui vont faire le pont. Par exemple, il m'arrive, moi, qu'un étudiant dise, dans notre groupe de projet, atelier de projet, on a besoin peut-être de partager une maquette numérique. Est-ce qu'on peut se connecter au cloud? Donc, à ce moment-là, on fait le nécessaire pour les accompagner. Ou alors, vous avez un étudiant qui va se charger de faire les fonds de plan d'une ville pour l'ensemble de l'atelier. Donc, en fait, le fait qu'ils aient vu ça tous en licence, à un moment donné, lorsqu'ils en ont besoin dans le projet, quelques étudiants donc, qui s'emparent du sujet et qui font le transfert. Après, j'ai d'autres indicateurs. Un indicateur, c'est les étudiants qui font HMO. Donc moi, je leur parle du BIM une journée en tout. Et je fais quelques sondages chaque fois, tous les ans. Donc au début, il y a quelques années, il y avait encore des réticences, parfois sur le BIM. Et ces réticences, à mon avis, aujourd'hui, je ne les perçois plus. Et ce que j'ai pu constater dans le dernier sondage que j'ai fait, alors je vais vous donner les résultats. Je leur ai demandé, donc j'avais à peu près une cinquantaine de personnes donc, qui ont répondu. Il y en avait 16% qui ne pratiquent pas le BIM, 48% qui le pratiquent, mais pour soi, c'est-à-dire qu'ils sont équipés d'Archicad, de Revit, etc. Et donc, ils produisent des maquettes numériques, ils ne dessinent plus de plans, puisque les plans sont produits à partir des maquettes. Et 36% ont déjà expérimenté le travail collaboratif, ce qu'on appelle le BIM niveau 2. Donc, je suis plutôt satisfait de voir cette évolution qui même va au-delà de ce que comment dire. Il y a une enquête nationale qu'a fait le CRE de Nancy où on avait 58%, en 2019, 58% des agences qui avaient répondu qui ne pratiquaient pas encore le BIM. Là, sur cette population d'HMO en 2021, il y en a que 16% en fait qui ne font pas de BIM. Donc je trouve que c'est très satisfaisant. C'est des chiffres qui prennent, qui sont vraiment intéressants. Ah oui, c'est encourageant. Ouais. Après, j'ai un autre indicateur qui est un peu personnel, c'est que j'ai créé un groupe sur LinkedIn qui s'appelle Pratique du BIM. D'accord. Je l'ai créé fin 2013.
Et donc, ça a monté tout doucement. Et on est arrivé à 5000 membres il y a à peu près un an. D'accord. Donc, en 5 ans, en fait, on est arrivé à 5000 membres. Et dans la dernière année, il y a 4000 membres de plus. Donc, on est presque à 9000. Ah oui. Ah oui, Alors, je ne sais pas, je peux éventuellement vous montrer le graphique, mais c'est comment ça... spectaculaire. En fait, alors, il y a l'effet peut-être confinement, les gens qui sont chez eux, qui prennent plus de temps peut-être pour regarder des choses et s'informer. Mais Hmm. ça a dépassé ça. C'est-à-dire qu'il y a un changement de pente depuis un an et un intérêt fort pour le BIM. Alors, malheureusement, l'interview va bientôt se terminer, mais on a une petite question de Simon Boudet Oui. qui demande si des modules en, alors je ne sais pas si je dis bien, FEF, Beef BEF, up. BIFUP, qu'est-ce que c'est? Peut-on en savoir un peu plus? L'exemple semble intéressant et pas courant. Pardon, j'ai pas bien compris la question. Là. Des modules en Beef up. BEF, UP, BIFUP, qu'est-ce que c'est? Peut-on en savoir un peu plus? L'exemple semble intéressant et pas courant. Alors, attendez, je me suis mal exprimé. Alors, des modules en BEF, UP. On va vous l'écrire sur le chat si vous voulez, la question. Ouais, parce que je vois. C'est- Il est- Non, Attends. en fait, on a un chat en direct avec des Oui, oui, questions oui. qui peuvent être posées. Et donc, il nous parle du module BEFUP, B-E-F-U-P. Il nous demande qu'est-ce que c'est et est-ce que vous connaissez en fait ce module déjà? Peut-être que vous ne connaissez pas. Parce que pour cette personne, l'exemple peut être intéressant et pas courant. C'est quoi? C'est BEFUP, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit, mais BEFUP. Ah, bah alors, ça sera peut-être une référence à aller creuser pour nous aussi. Mais c'est vrai que moi, je ne connais pas comme ça. Voilà. Donc là, je viens de vous remettre la question sur Ah, sur le chat. ouais, je ne vois pas pour l'instant. Mais... hop, Ah oui, non, on j'ai arrive. Zut, tout le monde dans la réunion. Hop, hop. Ah bah voilà, en direct. Tac, Ah, pardonnez-moi. Ah, je sais pas c'est pas moi qui ai parlé de ça. Enfin, ou alors je non, me non, suis mal non, exprimé. non, c'est une question annexe, je pense qu'il a posée, que ça lui est venu en tête. Mais oui, après, peut-être que c'est. Bah, Je sais il pas, me parle que c'est quelque je ne chose de trouve pas pas. courant, Ça a l'air très peu courant, ouais. Mais malheureusement. peut-être que c'est quelque chose à creuser. Non, je vois pas je vois pas ce qu'il veut dire là. D'accord. Bon, alors malheureusement, l'interview va bientôt se terminer. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour les. Alors, béton Bré, fibré haute performance. performance. Ah, béton fibré haute performance. Oh là là. Je connais, je vais avouer, je peux vous parler du BIM encore beaucoup, mais alors le béton fibré haute performance, je n'y connais absolument rien. Ah, Et je vois pas pourquoi pour quel lien ça peut avoir avec le BIM, quoi. Si, Peut-être avec les IFC. C'est peut-être sans doute pour dire sur les modules IFC, mais je ne vois pas le lien non plus. j'avoue que je n'y connais pas trop. Bah, c'est peut-être une technique dans le BIM qui est très utilisée. Du coup, il arrête. mais Mais ok, non, je crois que ça n'a rien à voir avec le BIM, ou alors il faudrait qu'il précise la question, d'accord, bah, pas de souci. Non, mais c'est toujours très intéressant d'avoir des questions et puis peut-être que ça sera quelque chose à À creuser. approfondir. Mais merci pour vos peut-être questions. un dernier mot quand même, juste peut-être pour Lyon. J'avais participé, j'étais venu à Lyon en 2015-2017 pour le BIM Décathlon. Oui, J'avais coaché des étudiants, on avait remporté le premier, le premier BIM Décathlon, puis c'est donc Lionel qui avait remporté le second, et j'aurais bien aimé faire la belle cette année, mais on a réussi à convaincre les étudiants de Toulouse de participer, donc voilà. Bah, Donc, ce sera à charge de revanche l'année prochaine. voilà, j'espère qu'on y arrivera. Pour le rendez-vous et on vous attend. Parfait. eh bien, merci beaucoup pour votre intervention et votre partage de connaissances. Et on vous souhaite une très belle journée. Mais du coup, à l'année prochaine pour le BIMS 6e édition. Voilà. D'accord. Allez, on essaiera de venir. Au revoir. Merci, bonne journée.